Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tag-moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est @laplanètetrail, suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir à tous, bonsoir Catherine, merci d'avoir accepté mon invitation pour répondre à toutes nos questions pendant 1 heure autour d'un seul sujet qui nous intéresse toujours, le trail. Comment ça va Catherine ? Moi, ça va très bien. En fait, la santé est bonne, je dois être vaccinée dans 3 jours, donc ça ira encore mieux une fois que ça sera fait, ça sera une bonne chose de faite. D'accord, super. Alors, d'habitude, je pose toujours à mes invités quel est votre premier trail parce que j'ai l'habitude de recevoir des athlètes de trail. Maintenant, vous qui êtes organisatrice, ma question première pour démarrer notre échange, c'est de savoir quel a été votre premier pas avec le trail. Comment est-ce que vous êtes arrivée à être organisatrice de trail ? Comment est-ce que ça vous est venu, cette idée d'organiser un trail ? Alors, en fait, c'est venu parce que je suis pas toute seule. Tout le monde sait, enfin, la plupart des gens qui me connaissent savent qu'en plus de cela, je ne cours pas pour des raisons de santé. Et il se trouve qu'on a toujours tout fait avec Michel, mon mari, ensemble. Et en fait, on se complète totalement. Lui, il est le sportif, le technicien. Et moi, en fait, je dirais que j'ai plutôt le côté créatif, artistique. Je fais le paquet cadeau, si on peut dire. Voilà. Et c'est ainsi que, au départ, avec Michel, et là, on faisait du ski de fond. Et on allait souvent avec des copains sur certaines grandes courses. Et quand Michel a eu fait la Vasalopette, ça lui a pris 8 heures. Et il a trouvé que c'était finalement un petit peu court et qu'il pourrait aller voir un petit peu au-delà. Il se trouve aussi que les fondeurs, en tout cas à Chamonix, l'été, eh bien, ils courent pour s'entraîner, pour faire du ski de fond l'hiver. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, d'abord parce qu'il y a moins de neige qu'avant, eh bien, c'est juste le process qui a été inversé. C'est-à-dire qu'on a commencé à aller sur des trails, c'était dans les années 2000, et sur des trails comme… et puis, l'hiver, ils s'entraînaient en faisant du ski de fond. Le premier trail qu'on est allé faire, c'était dans les Pyrénées, et c'était le Grand Raid ariégeois ou quelque chose comme ça, où, en définitive, on s'est retrouvé à… un temps absolument terrible. Ils ont été obligés de l'annuler au milieu tellement il pleuvait. Donc, c'était mon premier souvenir d'accompagnatrice. Et puis, on a découvert ainsi, petit à petit, toutes les régions françaises et on a découvert que, en fait, le trail
était une magnifique manière de faire du tourisme parce qu'on voyait ce qui était de l'autre côté de l'autoroute. Et donc, Michel courait et moi, je l'accompagnais et je le suivais. Et en définitive, je voyais beaucoup plus de gens que lui parce que lui, il courait, donc il était toujours avec les mêmes coureurs qui étaient à peu près dans le même créneau de vitesse que lui. Tandis que moi, je voyais passer beaucoup de gens à l'attendre ou bien à me dépêcher d'aller le rejoindre ailleurs. Et en plus, j'arrivais à rencontrer et à discuter, on s'est fait pas mal d'amis avec les accompagnateurs et accompagnatrices de ces coureurs. Et c'est ainsi que chaque fois qu'on rentrait à Chamonix, on traversait le tunnel des Ouches et on voyait cette montagne, ce chez nous qu'on adore et et chaque fois on se disait mais ça pourrait être assez magnifique de faire un truc là autour et ça a commencé à prendre l'idée à Michel, ouais une fois quand même je voudrais courir autour du Mont Blanc et puis à la limite pouvoir je vais le faire en solo. Il y en a 2 ou 3 qui l'avaient fait en solo et il dit bah, moi je vais le faire en solo et puis enfin presque solo parce qu'en fait il comptait un peu sur moi pour l'assister. Pour l'assistance. Donc c'était un presque solo, c'était un solo assisté. Et donc on a fait ça, si je ne m'abuse, en 2001, il a fait un essai où il s'est arrêté à Courmayeur. Et puis donc ensuite, il faut savoir aussi que ça s'est conjugué avec un moment où il y avait un trail qui se faisait, enfin une course, c'était pas un trail, c'était une course en relais qui se faisait, qui était organisée par le Club des Sports, et c'était un relais de 7 personnes autour du Mont Blanc, par le chemin le plus court. Sauf qu'avec l'accident qu'il y a eu sous le tunnel du Mont Blanc, en 2000, ça a fermé le tunnel du Mont Blanc pendant 2 ans. Et quand en 2002, ils ont voulu relancer la course, en fait, faute d'inscription, eh bien, ils n'ont pas pu le faire. Et à ce moment-là, le président du club de course à pied était tellement en rage que rien n'était été fait. Il dit mais on ne peut pas arrêter comme ça parce que c'est vrai que ça fait partie aussi des liens entre les 3 pays, cette possibilité de faire quelque chose. Et ces liens sont forts. Et c'est comme ça qu'on a dit, on va le faire, mais on ne va pas le faire pareillement. Ce ne sera pas un relais, ça sera en individuel, avec un chronomètre qui ne s'arrête pas entre le début et la fin. Et puis par les chemins et pas par les chemins les plus courts. Et c'est ainsi que ce qui faisait un peu moins de 150 km en version relais, si on mettait toutes les fait maintenant plutôt un peu plus de 160 parce qu'on ne traverse pas directement là où il y a des routes. On prend les routes là où on est obligé pour traverser les villages, mais comme la définition du trail running, c'est d'utiliser les chemins, ça nous a arrangé très bien et c'est ce qu'on a fait. Super, voilà. Donc ça, du coup, donc l'UTMB, cette version qu'on connaît, est née suite à l'annulation donc de ce trail en relais. Et donc vous, si je résume, vous étiez en fait une accompagnatrice de votre mari qui a déjà fait l'UTMB en off. En fait, il était un des précurseurs du off qu'on connaît maintenant. Ouais. Et donc vous étiez en fait une accompagnatrice qui fait partie des gens qui sont les grands oubliés des trails, des accompagnateurs, cette race de gens merveilleux sans qui beaucoup de coureurs n'arriveraient pas au bout. Il y en a quand même qui s'engueulent bien quand même sur certains points, c'est quand même pas neutre. Mais oui, j'étais dans cette race de personnes qui sont les accompagnateurs. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on avait fait ça avec le club des sports pour voir, etc. Et on s'est très vite. Et moi, j'étais entre 2 projets professionnels. Donc, étant entre 2 projets professionnels, j'ai donné absolument 150% de mon temps. C'est-à-dire que au départ, il a fallu inscrire la course sur tous les sites du monde, prendre les inscriptions, organiser de faire un règlement, organiser de faire une communication, enfin
tout faire, quoi, tout. Et j'étais quasiment toute seule à le faire parce que les autres étaient bénévoles. Donc, le problème d'un bénévole, c'est qu'il donne de son temps à certains moments, mais quand il s'agit d'être concret, eh ben, souvent, il y en a peu qui se retrouvent à faire le concret. Et là, pour le compte, j'étais toute seule. Avec Michel, qui n'était pas encore entre deux projets, mais c'était les soirées et les week-ends où il pouvait passer du temps là-dessus avec moi. Et il se trouve que quand on a organisé cette première édition, on s'est rendu compte que, quoi qu'il en soit, ça devait être organisé de… Nous, on a un passif d'entrepreneur. Donc, ça devait être organisé de manière assez pro. On ne pouvait pas faire n'importe quoi, d'autant plus que quand on envoie les gens en pleine montagne, et il y a dans des endroits qui sont assez peu accessibles, c'est long, il y a quand même des nécessités de faire attention à la sécurité, on prend quand même certaines responsabilités. La première année, il a fait un temps terrifiant et vraiment très, très, très mauvais. Et je dirais que ça s'est très bien passé parce que peut-être il y a eu la chance des débutants. C'est aussi ce qui arrive. Ce qui s'est aussi passé, c'est que la première année, moi, ils m'ont dit, tous les copains avec lesquels on faisait, on était 9 dans l'association, et Michel y compris, m'ont dit, bah écoute, en même temps, nous on veut bien le faire, mais on le court. Donc, au moment du départ, eh ben, tu seras la directrice de course. Et je me suis retrouvée plantée toute seule dans un tout petit bout de chalet avec un départ qui était à 6 heures du matin. Donc, ça signifie qu'à 6h30, ben, il n'y avait plus personne. En plus, c'était un samedi, donc le samedi matin, les gens ne sont pas trop là. Et c'est là où on commence à se dire, ah ouais, ils sont tous partis et maintenant, il va falloir les suivre et qu'ils rentrent tous. Donc, c'est ainsi que ça s'est passé la première année. Et c'est pourquoi je me retrouve organisatrice et fondatrice avec Michel de ce trail. Mais c'est fascinant votre histoire parce que vous avez un couple en fait qui résume tout ce qu'on peut connaître sur le trail. Michel connaît de l'intérieur en fait le côté vision du trailer. Et puis vous connaissez cette partie un peu tout ce qui se passe en dehors de l'événement, donc la relation avec des gens, parce que quand vous êtes accompagnateur et que vous aimez un petit peu parler aux gens, vous avez beaucoup de temps en fait pour parler à tous ces gens, toutes ces personnes qui sont au ravitaillement, les autres accompagnateurs qui sont là. Et du coup, vous avez formé en fait cette association-là de personnes qui connaissent, en fait, toutes les ficelles de l'organisation. Bon, après, il y avait toutes ces parties que vous avez dû découvrir. Et quelles ont été justement ces parties qui ont été les plus difficiles à appréhender au démarrage? Est-ce que ça a été connaître les règles de sécurité, les réglementations au niveau législatif? C'était quoi en fait les pires étapes que vous avez eu à traverser? Je ne peux pas parler des pires étapes parce que je pense que sur le départ et même encore de temps en temps, ce qui a été absolument fabuleux, c'est de découvrir plein de métiers. Il y en a certains dans lesquels on est capable de rentrer, donc on les assimile. Comment je vais organiser la sécurité, comment je vais organiser les ravitaillements, comment je vais les positionner, qu'est-ce qu'on va mettre dessus, etc. Ça, on est en capacité de l'absorber. Et ensuite, quand on va atteindre d'autres domaines où on n'a pas l'expertise et que on voudrait être au top de la qualité, mais si on commence à rentrer toutes les expertises, on ne sera jamais au top. On n'aura que des gens moyens, peut-être bons, mais pas excellents. Donc, en fait, on a fait ce choix de la qualité, de monter un réseau autour de nous, un réseau d'autres entreprises qui arrivaient à compléter les points sur lesquels on n'est pas bon. Ça a été le cas, ne serait-ce que de l'agence de presse, ne serait-ce que de la boîte de production qui fait nos films, ne serait-ce que de tous ces points-là, ceux qui assurent le service médical et les secours ou des choses de genre. Donc, tous ces points-là, on est allé les chercher autour de nous pour arriver à faire un réseau qui soit plus fort et qui, du coup, soit capable d'être expert dans chaque domaine. Et Dieu sait qu'il y en a des domaines dans lesquels il faut se positionner. D'autant plus que moi, comme je suis pas sportive,
Mais je viens du domaine artistique. Moi, je suis pianiste. Dans ma famille, tout le monde est plutôt soit musicien, soit on est plus sur le domaine de la culture. Donc, c'est le milieu dont je viens. Donc, la première chose que j'ai voulu, et dès la deuxième année, c'est de me dire, mais comment on peut faire plus et théâtraliser un petit peu les choses? Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans qui va créer une espèce, enfin pas une espèce, enfin de l'émotion, mais qu'est-ce que je peux rajouter qui va faire que c'est pas juste une course, que c'est aussi une expérience, mais une expérience plus complète. Et c'est aussi ce domaine-là qui a participé à amener l'UTMB là où il en est maintenant. D'accord. Et du coup, pour les personnes qui seraient jamais venues comme moi à l'UTMB, quelles sont toutes ces parties-là, au-delà du fait d'avoir le Mont Blanc qui trône tout autour du parcours en visibilité qu'on a, enfin cette montagne qui est magnifique. Quels sont tous ces éléments-là que vous avez ajoutés à votre recette pour que ça en fasse un plat de grand chef? Pour en mettre déjà ne serait-ce qu'un petit peu de sel, au lieu de faire quelque chose de bien normé, polissé, il faut que ça soit normé. Quand on fait une recette de cuisine, on a les ingrédients, on a la technique et il y a ce qu'on appelle la touche du cuisinier qui fait que ça devient incontournable et qu'on va se déplacer ou qu'il a des étoiles ou je ne sais rien. Donc, grosso modo, c'est plus ce qui nous a permis d'avancer, ça a été de créer ces rencontres exceptionnelles, que ce soit entre trailers, que ce soit entre trailers et bénévoles. On en est quand même arrivé à ce qu'il y ait des gens qui trouvaient tellement d'émotions à venir qu'on a eu des demandes en mariage sur les lignes de départ, on a eu des alliances avec le dessin de l'UTMB, des tatouages définitifs incroyables, mais je pense que les gens viennent parce que c'est tout ce qui est autour. On va travailler non seulement sur les relations humaines, mais sur ce qui est l'environnement. On a aussi beaucoup de travail avec les associations caritatives ou ONG, c'est-à-dire qu'on supporte pas mal d'associations et on travaille avec eux, que ce soit le Rire Médecin, que ce soit en passant par la montagne, ou bien même la chaîne de l'espoir, etc. Donc, on s'intéresse à d'autres causes que notre nombril. Et ça, c'est pas neutre, parce que d'arriver à ouvrir l'intérêt sur d'autres choses que juste le fait de bouger ses jambes pour courir ou bien d'être sûr que le chronomètre est bon, ça, c'est le basique, je dirais. Mais une fois qu'on a fait le basique, eh bien, il faut construire autour, faire la décoration. Et c'est drôle parce que au départ, on a choisi une musique pour le départ. On l'a choisie. Et quand on est arrivé au 10e anniversaire, je me suis dit peut-être qu'il faut la changer. J'ai proposé de la changer. Et là, ça a été un tollé général. Hors de question de changer la musique. Je me souviens aussi qu'une fois, on avait fait un film sur lequel il y avait une musique qui était What a Wonderful World, chantée par Armstrong, et qui était dans la montée du Grand Col Ferré. Et l'année suivante, on a fait autrement. On a fait une autre musique sur le film, mais on s'est fait engueuler. Parce que, en fait, le coureur qui nous a engueulés dit « Mais attendez, mais moi, je me suis entraînée avec cette musique, donc pour moi, cette montée du Grand Col Ferré, elle correspond à ça. » Et en fait, on se rend compte que c'est tout un tas de choses et l'émotion, en fait, elle est fabriquée avec des odeurs, avec des sons, avec des images, et c'est tout un ensemble qui fait qu'on va s'y retrouver. Après, c'est vrai que, qu'est-ce que je peux vous dire si vous avez envie de faire le tour du Mont Blanc? Ben déjà, en dehors du fait que le Mont Blanc est beau, mais on ne monte pas dessus,
on tourne autour. Il y a aussi, c'est un vrai voyage. C'est un vrai voyage. On part de Chamonix et sans jamais se retourner, on arrive à Chamonix. C'est donc quasiment presque un petit tour du Mont Blanc, enfin du monde même. Et en fait, ce qui est très impressionnant, c'est que quand on est en Haute-Savoie, donc on va passer en Savoie, plutôt dans le Beaufortin, changement radical de paysage. On va passer en Italie, on sent tout de suite que c'est différent parce que c'est pas pareil. Et quand on passe le Grand Col Ferré, qu'on arrive en Suisse, c'est non plus pas pareil. Même l'herbe, elle n'est pas la même chose. Elle est beaucoup mieux verte. Elle est beaucoup. Il y a des petits drapeaux suisses partout, ce qu'on ne trouve pas en Italie. Je veux dire, c'est pas la même ambiance, c'est pas les mêmes vaches. Celles de Suisse, elles sont noires, les autres, elles sont marrons. Je veux dire, il y a un tas de détails qui font que c'est différent et qu'on fait un vrai voyage. C'est intéressant parce que ça fait vraiment envie, en tout cas, de venir découvrir les territoires. Alors, du coup, vous avez réussi à créer un trail que les gens adorent parce que beaucoup reviennent et ont envie de revenir chaque année. Mais par contre, du coup, comme vous avez cette partie de personnes qui vont adorer, être complètement fans de votre organisation, vous allez avoir aussi l'inverse, des gens qui vont être un petit peu détracteurs de ça. C'est forcément, quand on est adoré par des gens, on est forcément détesté par d'autres. Comment est-ce que vous faites comment est-ce que vous faites pour gérer en fait ces différences d'émotions que vous allez créer chez les gens? Vous, en tant qu'organisateur, hein. Alors, je dirais que les détracteurs, il y a une première chose que je réponds, c'est que on n'a jamais obligé personne à venir, parce que je pense que quand on choisit d'aller sur un événement pareil, c'est un tel investissement personnel, parfois familial, et pas que financier, c'est aussi un investissement en temps, en effort, en tout ça, que au moins il faudrait que ça fasse plaisir et qu'on les choisit. Je ne suis pas certaine qu'il y ait une seule personne, si elle était obligée de le faire, qui pourrait l'accepter. Donc là, déjà, si on est un détracteur et qu'on n'aime pas cette course, je pense qu'il y en a suffisamment dans le monde pour aller en faire d'autres qui correspondent mieux à ce qu'on a envie de faire. Ensuite, je suis d'accord que de travailler autant sur l'émotion, c'est extrêmement bien l'émotion, mais c'est quelque chose qui est dangereux, qui est sensible. C'est-à-dire que on peut être complètement euphorique, complètement addict, etc. Et puis, s'il y a quelque chose qui se passe mal, juste un grain de sable, tout de suite, c'est la catastrophe. C'est d'ailleurs ce qui s'est à peu près passé quand on a été obligé d'annuler en 2020. Et là, si vous voulez, il y a un moment, il faut être assez responsable pour d'abord assumer ce qu'on a fait de notre côté. Les décisions qu'on prend, on sait que c'est forcément pas des décisions parfaites, mais il faut savoir les assumer et savoir pourquoi on les a pris. Et puis, s'il y a des gens qui sont encore pas contents, à la limite, on peut pas plaire à tout le monde. On fait ce qu'on peut, mais en même temps, voilà, tout le monde croit pas en la même chose, tout le monde n'aime pas les mêmes gens, et heureusement, c'est aussi ce qui fait la diversité. Et moi, je suis pour la diversité. Et quand vous avez créé l'événement à l'origine, donc il y a 18 ans, si je ne me trompe pas, est-ce que vous pensiez qu'un jour, l'UTMB en arriverait à ce stade de notoriété qu'on lui connaît actuellement? Pour être honnête, pendant les 5-6 premières années, non. Ça nous est tombé dessus comme ça. Et puis, on l'a vu faire. Et je ne dis pas qu'on n'a pas accompagné la chose, hein. On a travaillé pour faire en sorte que ça soit bien. Sinon, je ne vois pas l'intérêt d'organiser un truc si on ne travaille pas pour faire en sorte que ça soit le mieux possible. Mais quand on a lancé la première année, enfin les quelques premières années, je dirais qu'on l'a lancé parce qu'on en avait envie.
sans business plan, pour être très clair. Après, on se met à s'organiser pour effectivement progresser. Et comme pour progresser, souvent, il faut soit qu'il y ait plus de personnes, soit trouver des accords et des contrats, soit avoir plus d'argent, mais il y a un moment où pour progresser, c'est pas simplement remuer les mêmes ingrédients, c'est en ajouter. Voilà, si on a une maison de, je sais pas, 40 mètres carrés, enfin c'est pas une maison là, c'est un appartement. Et si on veut absolument mettre 8 pièces là-dedans, il va falloir trouver le moyen d'augmenter la surface. Et nous c'est pareil. Donc après, ça a été beaucoup de travail, ça a été aussi beaucoup d'attachement à ce que, d'une part, la qualité soit respectée. Ça a été aussi cet attachement à avoir une éthique, à s'y tenir, à pouvoir faire agrandir l'événement, mais tout en gardant le cap des valeurs qu'on avait choisi de respecter et de les faire respecter. Donc, voilà. Après, là, maintenant, on est en train de mettre ça en forme pour avoir une vraie politique RSE. Mais je dirais que quand on a travaillé avec une commission bénévole pour une commission environnement pour mieux voir quel est notre impact, on travaille avec les territoires pour mieux être ancrés dans le territoire, parce que c'est vrai que il n'y a pas que les bénévoles, il y a aussi les habitants locaux. Si on les respecte, derrière, ils accueilleront mieux les coureurs. Donc, et puis les coureurs, ils seront encore plus contents de venir s'ils sont bien accueillis. Donc, il y a un paquet de petites chaînes de petits liens qui, d'une chose à l'autre, nous amènent effectivement à faire. Ensuite, on avait trop de coureurs, donc on s'est mis à travailler avec des associations solidaires, avec les dossards solidaires pour mettre un petit peu de cœur là-dedans, un petit peu d'âme. Et je dirais que ce qu'on protège le plus, y compris dans les événements qu'on va porter, c'est cette âme. Voilà. Il faut protéger l'âme. C'est pas que du business, surtout pas. C'est du business parce qu'on doit en faire. Maintenant, dans UTMB Group, il y a 30 personnes, 30 salariés, donc il faut déjà les payer, ces salaires. On a aussi une responsabilité vis-à-vis de ces personnes. Et puis, il y a des locaux, il y a tout ça. Mais donc, on assume nos responsabilités et chacun à son niveau doit assumer ses responsabilités. Alors justement, vous en avez un petit peu parlé là, mais j'avais une question concernant justement ces courses, les courses que vous organisez by UTMB. En fait, si j'ai bien compris le principe, c'est que vous avez créé en fait un modèle d'organisation, tout une espèce de plan d'organisation, et puis que vous proposez en fait votre savoir-faire à d'autres personnes maintenant qui voudraient avoir une organisation un petit peu clé en main. C'est ça? C'est pas exactement ça, parce que je pense que en fait, c'est plutôt des alliances. On n'est pas du genre, c'est pas des gens qui viennent de Chamonix et qui sont à Chamonix qui vont aller se déplacer en Chine pour faire une course en Chine ou à Oman pour faire une course à Oman. Je pense que le trail, c'est une discipline qui doit être très ancrée dans son propre territoire et sa culture, et que nous, ce qu'on vend, c'est déjà la qualité, la possibilité d'utiliser la marque pour que ça soit visible, même des coureurs, des partenaires, etc. Et c'est un soutien, c'est un support, c'est un apport de communication, c'est toutes ces choses-là. Et par contre, on travaille avec des gens qui sont sur place, qui eux sont chez eux, qui sont mieux placés. C'est comme si à Chamonix, il y a des Chinois qui venaient s'occuper de discuter avec les contamines ou avec les ouches. Pas de sens, complètement ridicule. Donc, nous, c'est pareil. Quand on va en Chine, c'est les Chinois qui discutent pour le Panda Trail
avec les autorités, les personnes de Junjiang, parce que c'est normal. Donc c'est plus on s'accorde ensemble et c'est plus dans le sens franchise, mais c'est pas que je vous donne les plans et débrouillez-vous. C'est on va aussi vous aider à donner une âme à votre course et cette âme, elle sera celle de votre course parce que vous êtes dans tel territoire, y compris si c'est en France, je veux dire, ou si c'est en Suisse, on va vous aider à cultiver vous-même votre nid à votre endroit et avec votre âme. Et simplement, on va y mettre les critères de qualité, on va ajouter la puissance de communication de l'UTMB et c'est quelque chose qui fait grandir tout le monde. Bien sûr, d'accord, donc c'est plus clair pour moi. Merci. Alors, il y a une question qui revient très souvent sur les réseaux sociaux. On en a parlé un petit peu tout à l'heure de la frustration que ça a causé l'annulation de l'UTMB et même de l'ensemble des autres courses du circuit 2020, 2021 sur ce début d'année. Forcément, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de qu'en est-il pour l'UTMB 2021. Alors, on en a un petit peu parlé avant l'émission. Il va y avoir des choses qui vont s'organiser, qui vont être dévoilées dans les prochaines semaines ou prochains mois. Mais qu'en est-il actuellement où est-ce que vous en êtes sur l'avancée de l'UTMB 2021 ? Alors, au point de vue des inscriptions, elles sont complètes. Déjà, avec sensiblement plus de demandes que de places. Il y a 95 nationalités, mais il y a essentiellement une grande majorité d'Européens et de Français. Donc, on ne devrait pas être trop dérangé par les difficultés de transport et de transport aérien en l'occurrence. Parce que c'est vrai que s'il faut venir des États-Unis sans avion, ça va être complexe. Et puis par ailleurs, la grosse différence par rapport à l'année dernière, c'est qu'on est en train de se préparer à tous ces éléments. Et on est en train de préparer le fait de pouvoir faire les courses dans les conditions sanitaires qu'on connaît, y compris les pires qu'on a eues l'année dernière. C'est-à-dire que, et surtout, les coureurs sont prévenus de ce fait. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il est possible qu'on court avec des masques. Ils savent qu'il est possible que on soit obligé de respecter des distanciations. Pour cela, on a mis au point un outil informatique pour nous permettre de calculer comment on devait faire les vagues. Des vagues de départ pour qu'il n'y ait pas d'engorgement dans les ravitaillements. Donc ça, c'est un calcul qu'on a fait. C'est aussi notre capacité informatique, puisque Isabelle et Michael, qui sont avec nous depuis le début, Isabelle, c'est ma fille qui maintenant dirige l'UTMB Mont-Blanc, sont ingénieurs informatiques. Donc, si vous voulez, on a sous la main cette expertise-là. Déjà, on n'est pas obligé d'aller la chercher ailleurs. Et un avantage sur l'informatique, c'est que on peut directement faire ce dont on a besoin et pas subir ce que a compris le programmeur. Donc, c'est déjà pas mal. Ensuite, il est possible aussi qu'on soit obligé de faire certains points en huis clos parce que on mettra le public ailleurs, ou bien peut-être qu'on renforcera les capacités du TMB Live, mais on est en train de s'adapter à cela. C'est possible qu'on puisse pas autoriser l'assistance sur certains points, justement, parce que ça pourrait faire trop d'attroupement. Donc, on est en train de s'organiser, déjà pour l'organisation de la course. Et par ailleurs, avec d'autres organisateurs d'événements outdoor, c'est-à-dire en sortant même du domaine de l'UTMB Mont-Blanc lui-même, on est en train de se réunir dans un collectif qui s'appelle le collectif des événements sportifs outdoor. Et ce collectif est en train de travailler sur des études, sur une étude scientifique qui confirme ou pas
quels sont les cas de clusters découverts en externe, dans quelles conditions on peut faire repartir des événements outdoor, justement. Aujourd'hui, il y a une étude anglaise qui dit que sur 100% de clusters viraux, il y en a 85% c'est en interne, et il y en a un tout petit, il y en a on ne sait pas, et il y en a pour l'instant 5% en externe reconnus. Donc c'est là où on se rend compte que après, c'est tout un travail de lobbying et de discussion, et avec les organisateurs des autres sports, arriver à avoir une certaine puissance, atteindre notre ministre, atteindre des politiques, atteindre l'ARS, pour arriver à travailler et faire quelque chose qui soit en toute sécurité et qui se fasse. Pour autant, à ce jour, on ne voit pas comment je dirais qu'on est à un très grand pourcentage de capacité de le faire. Peut-être qu'il doit rester un tout petit truc où on ne pourrait pas le faire parce qu'il y aurait une interdiction, mais ça ne va pas dans ce sens-là du tout. D'accord, donc c'est quelque chose qui est quand même très rassurant pour les coureurs qui sont inscrits ou qui souhaitent juste venir voir l'événement et ou y assister. Assister, c'est quand même encourageant. On est vraiment positif et plutôt confiant. Moi, je dirais que je suis confiante à 90% qu'il ne devrait pas y avoir de problème. À cause du Covid, il peut très bien y avoir un autre problème, je veux dire, mais pas covidien, voilà. Oh non, ça suffit, on en a eu assez des problèmes là. Non, vous savez, moi je pense que cette année, il y a eu le Covid, c'était annulé, mais je crois que j'ai jamais vu une semaine aussi pire que cette année d'un point de vue météo. Ah oui. Du début de la semaine à la fin de la semaine, sans arrêt, et dans ces conditions-là, il y a un moment, il faut chercher le plaisir. Oui, surtout que quand on a il y a des gens qui courent beaucoup mieux que les canards, c'est embêtant. Oui, surtout quand on traverse des milieux comme le vôtre en montagne. C'est vrai que chez nous, en Bretagne, quand il pleut, c'est pas la même pluie que chez vous. Donc c'est vrai que votre pluie, c'est une pluie bretonne. Exactement, le fameux crachin breton. Tout à fait. Alors, je vous le disais en tout début d'émission, vous avez la possibilité de poser vos questions à Catherine. Et on a une question de Nicolas qui demande est-ce que ces dernières années, vous avez senti un professionnalisme monter dans le trail, sponsors, médias? Si oui, quel est votre ressenti sur l'avenir du trail? Alors, oui, absolument. J'ai senti le professionnalisme grimper, mais sur l'avenir du trail, je pense que c'est pas une mauvaise chose que la discipline se structure un petit peu. On peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment et sans assumer les choses. Cela n'empêche pas qu'il puisse y avoir encore des trails qui sont associatifs et complètement bénévoles. Mais je pense qu'à partir d'un certain niveau, et là où moi je m'en suis rendu compte, c'est que à partir d'un millier de coureurs qu'on doit manager sur une course, il est très difficile de ne pas passer tellement de temps à le faire sans professionnaliser. Je dirais que c'est presque plus la préparation qui doit être professionnalisée, ne serait-ce que pour savoir qui sont les coureurs, comment on va les encadrer, comment on va leur répondre, parce que aujourd'hui, on leur répond individuellement. Il y a certains moments où les équipes ici, ils ont des journées où ils doivent répondre à 200 ou 300 mails. Donc, c'est évident que c'est pas possible d'un point de vue bénévolat. Donc, je dirais que sur l'organisation, c'est encore plus nécessaire que ça devienne professionnel, mais pas forcément sur des petits événements. Et il y a rien de désobligeant quand je parle de petits événements. Dans certains cas, même, ils ont plutôt de la chance parce qu'au moins eux, ils ont pu se tenir l'année dernière.
tandis que les gros, ils pouvaient pas. Donc, je dirais qu'il y a un moment où c'est pas une question de niveau et de qualité, c'est plus une question de volume. Et quand il y a beaucoup de volume, eh ben, il faut plus de professionnalisme. C'est vrai que c'est intéressant cette échelle que vous avez donnée à partir de 1000 coureurs à l'arrivée. On passe un cap dans l'organisation. Et ça, c'est quelque chose que vous avez ressenti vraiment à partir de quand vous avez dit là, il va falloir créer vraiment une structure, une équipe, qu'on s'entoure. C'était à partir de ces 1000 inscrits que vous avez senti ce changement? Dès la deuxième année, dès 2004, puisqu'en 2004, on avait 1400 coureurs. Et en fait, on se retrouve coincé sur certaines choses. Il y a certaines choses qui vont passer à 500, à 1000 coureurs selon l'étalement. Nous, on traverse des petits villages. Là, on va pouvoir utiliser la salle des fêtes jusqu'à un certain nombre. Mais après, elle est trop petite, la salle des fêtes. Donc, il va falloir qu'on puisse louer un chapiteau. Donc, et petit à petit, ces différents paliers qui nous ont obligés à professionnaliser, c'est le nombre. Le nombre, on ne peut pas dire qu'il n'y a que la qualité parce qu'il y a des gens et des associations bénévoles qui font un travail d'une immense qualité, mais c'est presque le nombre qui, lui, si on veut tout faire, d'une part, pendant la course, il faut s'adapter aux structures qui existent. Le trail running, c'est pas en pleine ville, c'est pas sur des routes où il y a des très grandes structures. La plupart du temps, c'est sur des chemins qui sont petits et qui traversent des petits villages. C'est ce qui en fait l'essence même et le sel. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on mette en place des choses éphémères, certes, mais coûteuses. Tout à l'heure, on parlait beaucoup d'émotions, ces émotions que vous créez, vous essayez de créer et que vous arrivez à créer sur votre événement. Est-ce que vous, à titre personnel, il y a, peut-être un événement ou peut-être deux qui vous ont le plus touché en tant qu'organisatrice? Il y a un événement comme ça marquant qui vous a touché particulièrement? Un événement, une année du Mont Blanc ou un événement ailleurs dans le monde? Sur le Mont Blanc. Alors, il y a eu des... C'est comme dans l'ultra, il y a des moments où on est tout en bas, on a l'impression qu'on touche le fond et qu'on va pas pouvoir partir, et puis il y a des moments où ça repart. Le plus évident, ça a été en 2010. Ça faisait déjà l'année d'avant, il avait fait mauvais, on avait été obligé de décaler la course de 5 heures. Et puis l'année d'avant, il avait aussi fait mauvais, on avait été obligé de passer par des parcours de repli qui n'étaient pas satisfaisants parce qu'on les avait pas encore bien travaillés, donc ils étaient plus courts et ça avait posé des problèmes. En 2010, on a cette perturbation qui nous oblige à ne pas laisser partir les coureurs dans la montagne et on arrête la course à Saint-Gervais-les-Contamines. Puis finalement, à force, avec un coup de rein, on l'a refait partir le lendemain de Courmayeur. Voilà, là, j'avais l'impression comme un coureur qui commence à plus avoir d'énergie, plus rien. Je me disais, là, je suis à la folie et j'ai pas du tout envie de repartir. C'est vraiment le creux de la vague. Et puis l'année d'après, où il fait un temps fabuleux, tout se passe bien, etc. Et on relance la machine et on fait et là, on a une immense joie, on a une impression de renaissance. Et franchement, c'est un petit peu ce que j'attends de 2021. Ce moment où on va partager tous ensemble, que ce soit les coureurs, les bénévoles, les habitants locaux, en fait, tout le monde va partager cette impression de revivre, d'en refaire un, parce qu'on a eu ce manque. Donc, c'est un petit peu comme pour un coureur, c'est comme partout dans la vie d'ailleurs. Dans la vie, c'est souvent comme ça. D'accord. Ça, c'est intéressant d'avoir ce côté, cette vie de l'organisateur, ces émotions que l'organisateur vit, que nous, on connaît pas tant qu'on ne l'a pas organisé et vécu, parce que là, en plus, ça fait appel à de l'expérience, parce qu'il faut avoir vécu ça sur plusieurs années.
Donc très intéressant cette émotion qui est très particulière à l'organisation. Alors, il y a une question de Mathieu. Bonsoir Catherine. Avez-vous pour objectif de créer une nouvelle course sur l'UTMB? Pas vraiment, parce qu'en fait, en ce qui concerne l'UTMB Mont-Blanc, je crois qu'en termes de quantitatif, on est au plafond. On ne peut pas vraiment rajouter ni d'autres personnes sans arriver à une saturation du pays, etc. D'autant plus que les demandes d'inscription n'arrêtent pas d'augmenter. L'année dernière, c'était 32 000. Mais sur les 32 000, je vais donner juste un tout petit exemple qui va dire le pourquoi on ne le fera pas sur l'UTMB Mont-Blanc. D'abord parce qu'on est plein. Et puis parce que sur les 32 000, il devait y avoir pratiquement 1200 Chinois. D'accord. Et le tirage au sort a été tellement sévère qu'en définitive, ils se sont retrouvés à venir et à se retrouver à 300 ou 400 Chinois quand même. D'accord. Et aujourd'hui, si vous voulez, le problème, c'est qu'on ne va pas augmenter de plus en plus et puis faire en sorte que les gens passent leur temps à voyager d'un bout à l'autre de la planète pour un oui ou pour un non. On est aussi sur une réflexion où on aimerait inciter les gens à voyager moins pour voyager mieux et que, à la limite, c'est l'une des raisons pour lesquelles on est allé en Chine pour implanter effectivement des courses au standard UTMB, ne serait-ce que pour que les Chinois en question, ça augmente vite le nombre de Chinois. Je veux dire, c'est quand même des gens, ils sont des milliards, quand nous, on est beaucoup moins. Et chaque fois qu'on met un chiffre en Chine, il faut rajouter 2 zéros par rapport à nos chiffres à nous. Une petite ville, elle fait 1 million d'habitants. Chez nous, voilà, une petite ville, elle en fait 100 000. Donc, on n'a pas exactement les mêmes échelles de valeur. Et c'est vraiment la raison pour laquelle on est parti sur cette idée qu'il fallait qu'on s'ouvre et puis qu'on aille aussi ailleurs. Et puis, ça donne aussi un petit peu l'occasion pour les personnes de pouvoir aller voir autre chose et de prendre leur temps, y aller avec leur famille, d'en profiter, pas de faire, pas d'aller de l'autre côté de la planète pour faire 100 bornes. Ça n'a pas de sens parce que si on veut faire 100 bornes, on peut les faire à côté. Mais par contre, si on y va avec sa famille, avec ses enfants, qu'on découvre, qu'on rencontre une autre culture, qu'on découvre un autre pays, qu'on y passe un peu de ses vacances, on a mieux équilibré, je dirais, son nombre de voyages dans l'année et c'est peut-être aussi vers cela qu'on voudrait aller. C'est intéressant parce qu'il y a toute cette réflexion actuellement sur l'événementiel du trail qui est en train de s'organiser, notamment au travers des régions, qui créent beaucoup de parcours de trail, de stations de trail. C'est en pleine expansion, c'est tous ces parcours-là. La Bretagne, par exemple, vient de créer 500 km de pistes de trail balisées en plein centre-Bretagne. Et du coup, vous pensez que les organisateurs ont aussi leur part à jouer au même titre que les régions, dans le sens où les régions, eux, leur intérêt, c'est de faire déplacer des familles pour qu'ils viennent, au niveau touristique, pour avoir un impact. Et du coup, les organisateurs de trail ont aussi, du coup, selon vous, si je comprends bien, cette part à jouer pour favoriser le tourisme local, pour que les gens viennent sur le long terme, quoi. Ah, très fortement. Très fortement. Moi, je vois au niveau du pays du Mont-Blanc, aujourd'hui, l'UTMB est un apport qui doit être de 13 ou 14 millions sur la semaine de l'UTMB, surtout le Tour du Mont-Blanc. C'est pas que Chamonix ou que les Ouches, ils sauraient pas quoi en faire. Mais si vous voulez, l'impact économique, il est énorme. Parce que ça va, non seulement, c'est les hôtels, c'est les restaurants, mais ça va être la supérette, ça va être la pharmacie, ça va être le magasin de sport, évidemment, mais ça va être aussi le magasin de lunettes, ça va être les accompagnateurs en moyenne montagne, ça va être les guides, ça va être même la poste. Je dirais que la poste, du fait que c'est tous les saisonniers. On a montré que sur le pays du Mont-Blanc,
grosso modo, l'UTMB tel qu'il est rajoute une semaine à tous les saisonniers de travail. C'est quand même colossal. Quand on regarde cet apport mais c'est pas que de l'argent, il y a du travail, il y a de la possibilité pour les gens de vivre, tout simplement, et de continuer à rester justement dans des pays qui sont pas des grosses cités. Moi, je trouve que c'est important et c'est bien que la Bretagne fasse des chiffres, fasse des sentiers. Il faudrait qu'il y en ait partout. Après, moi, je pense que le rôle des organisateurs, et surtout quand ils se lancent aussi dans le virtuel ou quand ils se lancent dans une plateforme plus large, pas faire que du 100 miles ou du 100 kilomètres, faire aussi d'autres distances, d'autres types de challenges qui peuvent être digitaux, qui peuvent être autre chose. C'est aussi ça qui permet d'organiser des challenges personnels. Ma fille faisait de la compétition de biathlon, Michel faisait lui du trail, etc. Ils m'ont toujours dit comment veux-tu t'entraîner si tu n'as pas d'objectif? Tu t'entraînes pas juste de manière abstraite parce que tu te dis c'est bon pour la santé, ça va un petit moment. Mais rares sont les gens qui arrivent à tenir le fait de faire du sport juste pour leur santé. Souvent, il y a quand même autre chose. Ça va être une performance, ça va être un objectif, ça va être quelque chose. Mais c'est vrai que ces balises qu'on arrive à mettre entre différents organisateurs avec différents types de courses pour organiser le parcours annuel d'un sportif, c'est-à-dire lui permettre de trouver différents objectifs pour pouvoir organiser son année, eh bien, c'est important ça. C'est sûr, c'est très important. Et puis c'est vrai que actuellement, les coureurs traversent un petit peu cette crise de l'objectif parce que toutes leurs courses sont annulées. Il y a cette frustration qui existe. Et du coup, c'est vrai que de se retrouver avec cette nouvelle façon de faire un petit peu du trail, comme vous l'avez proposé sur l'année 2020, de faire un petit peu des événements en off, ce qu'on appelle off maintenant, hein, ça devient très à la mode ce mot trail off. Ça fait aussi partie du décor du trail et les organisateurs, ils jouent leur rôle aussi en organisant des événements qui deviennent virtuels, des événements avec des nouveaux formats en fait. Des nouveaux formats qui permettent de mettre cette notion un peu, il y a un mot qui est très très moche, qui est gamisant. Donc, ce côté ludique. La gamification. Voilà, ce côté un petit peu ludique, d'avoir un objectif, mais un objectif qui va plus loin que de simplement dire c'est bon pour ma santé. Nous, on s'en est rendu compte que cette notion d'objectif, elle est très importante. Et sur un autre point, c'est que tant qu'on disait aux gens, il vous faut votre matériel obligatoire parce que c'est bon pour votre sécurité, alors ça passait pas. Là, c'était vraiment une contrainte effrayante, etc. Et le jour où on leur a dit, si vous avez votre matériel obligatoire, vous avez plus de chances d'être finisher, ça change tout. C'est tout bête, mais ça change tout. Et donc, d'arriver à trouver le bon angle, le bon objectif, la bonne raison pour laquelle, je pense qu'on est tous un petit peu dans le même sac, c'est-à-dire trouver des idées. C'est vrai que cette année, comme Guillaume nous le précise, il va y avoir du lourd sur le plateau élite de l'UTMB. Il manque plus que Kylian. Est-ce que vous pouvez le persuader de venir? Je ne sais pas si vous avez une influence auprès de Kylian Jornet. Non seulement j'en ai pas, mais surtout je cherche pas à en avoir. Parce que très sincèrement, je pense que même pour un athlète de très haut niveau, qui peut faire un podium, etc., il faut que reste la notion de plaisir et la notion d'envie. Donc, ce qu'on demande aux gens, c'est qu'ils aient envie de venir faire la chose parce que, voilà, c'est quand même un engagement. Eh bien, Kylian, c'est pareil. Moi, j'ai aussi ce respect pour lui. C'est que s'il n'a pas envie de le faire, c'est son problème et que je ne vais pas me mêler de lui demander de le faire. Et à la limite, en plus, je crois qu'il va être papa pour la deuxième fois.
ça fait quand même bien longtemps qu'il est plutôt passionné par la montagne. Très sincèrement, l'UTMB Mont-Blanc, chaque fois qu'il est venu, il l'a gagné. Je ne sais pas, peut-être qu'il n'a pas de nouvelles choses, de nouvelles expériences à tenter là-dessus, de nouveaux enjeux qui le passionnent suffisamment pour investir son temps à s'entraîner, etc. Parce que même Kylian doit passer du temps à s'entraîner et je pense même, si j'ai regardé, beaucoup plus que tout le monde. Donc voilà, non seulement j'ai pas d'influence parce qu'il sait ce qu'il veut, mais en plus je ne chercherai jamais à avoir à pousser quelqu'un à venir sur l'UTMB Mont-Blanc, même pas vous, parce que si vous avez envie d'y venir, eh ben vous y viendrez parce que ce sera vous qui l'aurez décidé. Eh ben c'est très bien. C'est vrai qu'on dit souvent que pour un organisateur, voir le premier arriver, il y a quelque chose, il y a une émotion qui est ressentie. Est-ce que vous, ça vous le fait aussi, cette émotion du premier qui arrive, un sentiment de c'est bon, maintenant les autres vont pouvoir continuer à arriver les uns après les autres, il y a quelque chose qui est abouti? Pas vraiment, parce que en fait, je pense que ça dépend des courses. Nous, quand le premier arrive, on sait que les autres, ils ont encore 26 heures à courir. Alors que, effectivement, sur un marathon, quand le premier arrive, on sait que ça va se terminer dans les 3 heures suivantes, quoi, grosso modo. C'est à peu près ce qui se passe. Nous, non. Nous, on a encore 26 heures, c'est-à-dire que comme le premier, il est en à peu près 20 heures, et le dernier, il est en plutôt 46 heures et demie, on sait qu'on n'est même pas à la moitié et que il y a encore du taf et que en plus ceux qui arrivent derrière, ils sont peut-être moins en forme, ils sont peut-être plus en difficulté et donc moi la vraie émotion que j'ai, c'est quand je vois arriver le dernier. C'est vrai que les derniers on le dit souvent, hein, maintenant, c'est quand même assez admis qu'ils sont tout autant respectables et respectés en plus parce qu'on a souvent des athlètes élites qui accompagnent les derniers. Il y a souvent une standing ovation pour le dernier. Il y a tout un spectacle qui est fait autour du dernier et c'est bien, je trouve, de valoriser toutes ces personnes qui ont autant bavé que les élites. C'est bien, je trouve. Ouais, il faut quand même faire attention aussi en tant qu'organisateur à ce que les gens ils s'attendent pas pour jouer à qui perd gagne à la fin. Pour rester aussi un petit peu clair, quoi. Moi, je sais mais après c'est toujours émouvant parce que je pense que le premier et les premiers, ils ont réalisé une performance où ils ont couru mieux que les autres et c'est important. Mais les premiers, ils courent contre les autres. Quand même. Les derniers, et même la plus grande partie des gens, ils courent contre eux-mêmes. C'est-à-dire que, effectivement, sur une course comme l'UTMB, qu'on soit 1500e ou 1758e, il n'y a pas de différence. On l'a fini. La seule chose, c'est qu'on l'a fini. Donc, à ce moment-là, on a couru contre soi-même tel qu'on s'est organisé. On n'a pas eu ce stress de savoir si l'autre, il allait être meilleur. Tout à fait. Alors, pour terminer sur une touche un petit peu plus légère, un petit peu moins sérieuse, il y a Fleur qui nous demande si, après toutes ces années, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter qui serait une anecdote que vous avez peut-être jamais racontée, quelque chose que les gens ne savent pas, quelque chose qui serait passé pendant une émission, enfin un des épisodes de l'UTMB ou d'une autre course d'ailleurs. Moi, je vais vous raconter une anecdote que j'ai déjà racontée, mais pas à beaucoup de monde, qui date de l'UTMB 2003, et donc la première édition, et qui était assez marrante. En fait, donc, Michel, mon époux, courait. Et puis moi, j'étais toute seule sur ma petite guérite. C'était un petit chalet de 9 mètres carrés sur le pont qui est près de la poste.
Et le premier est arrivé. Alors, le premier, c'était Dawa Sherpa. Et comme à ce moment-là, j'étais toute seule, d'une part, je faisais l'animation, je faisais un petit peu tout. Et quand je l'ai vu arriver, quand on m'a annoncé à la radio que Dawa Sherpa arrivait à Valorcine, il restait quand même un peu des kilomètres à faire. Mais bon, oui, il devait lui en rester une petite vingtaine parce que c'était pas le même parcours que maintenant. Ça passait pas par la tête au vent. Donc, il restait une petite vingtaine. Il faisait un temps absolument abominable. Il pleuvait. Et j'ai commencé à annoncer au micro que Dawa Sherpa allait bientôt arriver. Donc, à 11h du soir, j'ai commencé à voir arriver tout le monde, le conseil municipal au grand complet, ce qu'on n'avait jamais vu, sous des parapluies avec une pluie battante, et puis alors déjà du monde dans la rue, sur tous les bords d'arbres et quasiment sur tout le devant du casino était plein à craquer. J'avais jamais vu ça à cette heure-là. Et là, il a fallu commencer à trouver des choses à dire parce que 20 kilomètres, ça se fait pas en rien de temps. Donc, je me suis retrouvée à parler pendant plus d'une heure et à pas savoir quoi dire parce que mon métier, c'est pas animateur. Donc, même si je suis bien bavarde là, c'était pas évident d'avoir toujours quelque chose de passionnant. Donc, Dawa est arrivé comme ça, il pleuvait des cordes et acclamé et tout. Et puis, 10 minutes après son arrivée, pouf, plus personne dans la rue. Et moi, toute seule à minuit, au milieu de mon 9 mètres carrés. Et j'attends. Et puis, à ce moment-là, on m'appelle à la radio depuis Trien. Et on me dit, ah, Michel vient de passer à Trien. Il vient de repartir avec une fille qui lui a demandé si elle pouvait courir avec lui parce que, bon, seule dans la nuit, c'est pas évident. C'est une Américaine et c'est vrai que chez eux, il y a des cougars, il y a des ours, il y a tout ce qu'on veut dans la nuit. Donc, elle n'avait pas envie de courir toute seule. Donc, je dis très bien, Michel est en train de courir. Et la coureuse en question, c'était Chrissy Meul. Et donc, à 2h du matin, je vois arriver les deuxièmes. Ils étaient 2. Mon ami qui maintenant est quasiment mon frère américain, Topher Gaylord, et surtout Bran Sibrowski. Donc, ces 2 Américains arrivent à 2h du matin et il faut savoir que Brandon Sibrowski et Chrissy Meul étaient en lune de miel. D'accord. Donc, à 2h du matin, moi, je me retrouve toute seule dans ma tente, dans mon petit chalet de 9 mètres carrés avec Brandon à attendre Chrissy, qui, elle, était dans la montagne à courir avec Michel. Voilà. Ça, c'est difficilement anticipable et difficilement prévisible avant une organisation, ça. Voilà, Fleur, c'est des petites aventures de ce genre qui se pointent et puis des fois, on les retient. Mais celle-là, je la trouvais mignonne. Voilà. Ah, c'est une belle histoire. C'est une très belle histoire. Catherine, on arrive déjà, on a dépassé même l'heure prévue. Je termine toujours mes échanges par une question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021? Et c'est pas forcément en rapport avec le trail. Vous pouvez répondre ce que vous voulez. Bah, moi, tout le meilleur, comme disent les Américains, sans limite. À la limite, je ferai mon choix là-dedans. Très bien, c'est aussi ce qu'on peut souhaiter. Que l'UTMB 2021 se passe bien, qu'il fasse beau, et puis que les autres courses en Chine, en Thaïlande, et puis partout dans le monde, elles se passent super bien. Voilà, il faut qu'on revive, qu'on arrive à revoir des gens, à refaire la fête, à retourner au restaurant, voilà. Mais ça, comme je suis pas égoïste, ben vous pouvez le souhaiter à tout le monde. Exactement, c'est vrai que c'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde. En tout cas, personnellement, vous m'avez donné vraiment envie. J'avais déjà cette envie de venir sur l'UTMB un jour, mais là, c'est vraiment ancré. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir joué le jeu de réponse aux questions en live. C'est pas toujours évident et vous l'avez rempli avec un grand succès. Donc, merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup aussi à tous ceux qui ont participé dans le chat. Donc, l'épisode sera disponible en podcast, en replay et sur YouTube également. Merci beaucoup, Catherine. Et puis, bonne soirée et à très bientôt. Eh ben, merci à vous aussi et à tous.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil. À la semaine prochaine, bye bye.